Mardi 20h, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Sécurité et économie, le binôme figurait ce mardi dans l'agenda du président de la République. Le chef de l'État a d'abord eu une séance de travail avec des ministres de la Défense de l'Autriche, de l'Espagne et de l'Allemagne, élargie à leurs proches collaborateurs. Au cours des échanges, il a été question des futurs projets de l'Allemagne au Mali, notamment dans le domaine de la sécurité. Il est à noter que c'est l'Allemagne qui assure désormais le commandement de l'EITM. La seconde audience a été celle que le président a accordée au président de la BEAD, Mohamed Diarra. Reportage. Le Mali et ses partenaires ensemble pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le président de la République a eu des échanges avec une délégation mixte. La délégation comprenait les ministres en charge des questions de défense de l'Autriche, de l'Espagne et de l'Allemagne et leurs proches collaborateurs. Pendant une heure, le chef suprême des armées du Mali et ses interlocuteurs ont discuté des derniers développements de la situation sociopolitique du pays. Une situation qui se normalise après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation par les différentes parties. Ce palier supplémentaire qui vient d'être franchi vers la stabilisation du Mali est vivement salué par les hôtes du président. Et d'ailleurs, l'Allemagne qui assure désormais les commandes de l'EITM se fixe comme objectif primordial la formation des forces de défense et de sécurité du Mali. L'Allemagne et l'Europe est aux côtés du Mali dans son effort de combattre le terrorisme, mais surtout dans son effort d'implémenter l'accord de la paix. Nous savons qu'il est très nécessaire que la formation des soldats continue. C'est pour ça que nous sommes ici. Et nous avons beaucoup de respect de voir comme vous êtes capable d'intégrer les différents groupes ici au Mali pour avoir un Mali avec un peuple qui vit inclusif, qui a une future avec de la paix et qui est capable de développer ce pays. Dans l'agenda du président de la République de ce mardi figurait en bonne place la question des finances. Et c'est dans ce cadre qu'il a reçu en audience le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Globalement, je peux dire que la coopération se porte très très bien, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 400 milliards d'engagements et pour environ 91 opérations. Alors de façon spécifique, nous avons parlé surtout des infrastructures structurantes. Nous sommes en train de travailler sur un certain nombre d'infrastructures d'un volume total d'à peu près 125 milliards de francs CFA. La BEAD a déjà mis 20 milliards et les autres sources de financement sont en train de se mettre en place. Nous avons également parlé des infrastructures, notamment de l'assainissement et de l'électrification rurale au niveau des centres de l'intérieur, des villes de l'intérieur. Donc il y a 10 villes de l'intérieur qui sont concernées et nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir dans quelle mesure on va réaliser les assainissements dans ces zones-là. Alors sur le plan agricole, nous avons fait le point de l'état d'évolution de l'aménagement de Molodo Extension. Nous avons fait le point au président. Également dans le secteur de l'énergie, nous avons un certain nombre de projets en cours, notamment la réhabilitation du barrage de Sélingué. Là également, nous avons informé le chef de l'état d'avancement de ce projet-là. Alors, sur les autres projets, notamment en ce qui concerne le secteur privé, nous avons informé le chef de l'État parce que nous sommes venus également pour signer des accords de prêt pour mettre en place des lignes de refinancement au profit de deux banques locales ici, la BESIC et puis la BMS, pour un montant total de 13 milliards pour appuyer le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises. Toutes ces actions concourent à la stabilité macroéconomique du Mali. Revenons sur les travaux de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui se sont achevés hier après-midi à Nouakchott, en Mauritanie. La rencontre a permis aux dirigeants de la région de passer en revue les grandes réalisations de l'agence et de dégager des perspectives pour les années à venir. Parmi les décisions prises, le recrutement d'un secrétaire exécutif et le maintien du président mauritanien à la tête de l'organisation. Envoyés spéciaux Abdul Salam Bambara et Brahma Traoui.
Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, est reconduit à la tête de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. C'est l'une des décisions majeures issues de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le mérite du rendez-vous de Nouakchott a été aussi une convergence de vues parfaite des États membres de l'Agence panafricaine sur des actions à intensifier contre les défis environnementaux et climatiques. Par ailleurs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé le recrutement d'un secrétaire exécutif, le maintien du niveau actuel de contribution financière des États membres. Dans un souci de solidarité entre les peuples des États membres, la conférence des chefs d'État et de gouvernement exprime son soutien à la République serbe du Soudan et appelle à la levée des sanctions imposées à ce pays frère. La Grande Muraille Verte doit relier Dakar à Djibouti. En chiffres, il s'agit d'établir une ceinture de végétation large de 15 km sur une distance de 7000 km. Pour réaliser ces projets pharaoniques, l'Agence panafricaine se doit de relever les défis de la mobilisation des ressources financières. L'Union européenne s'engage pour un montant de près d'1 milliard de francs CFA. À l'issue de ce 3e sommet, qui coïncide avec la fin de la première phase quinquennale, nous notons avec satisfaction l'importance de l'étape franchie vers l'atteinte des objectifs fixés. Mais nous avons eu l'opportunité d'explorer ensemble de nouvelles perspectives tout en veillant à maintenir et consolider les acquis. Auparavant, les chefs d'État avaient procédé à une plantation d'arbres à l'image du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'exposition également organisée en marge de la conférence a été visitée par les dirigeants africains. Ils ont pu voir et apprécier les résultats des recherches en matière de gestion et de préservation des ressources naturelles. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, renouvelle ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour leur soutien au Mali. Le chef de l'État a tenu à saluer particulièrement son homologue Mohamed Ould Abdelaziz pour son engagement constant aux côtés de notre pays dans la recherche d'une solution définitive à la crise du Nord. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Me tenait à cœur, moi, président du Mali, de dire à mes frères, à mes amis, combien leur solidarité a été appréciée par notre peuple tout au long de la crise, dont nous émergeons à peine. Et cette solidarité est constante président d'un pays voisin comme la Mauritanie, elle a été absolument au rendez-vous de notre attente. Je crois que cela a permis de résorber beaucoup de choses, contrairement à ce que certains ont cru. Je pense qu'il fallait ce sas. La Mauritanie devait, avec sa bonne volonté, sa bienveillance habituelle, accueillir certains de nos frères pour les aider à retrouver la voie du pays, le chemin du pays et de la fraternité. Cela, le président de l'Aziz et le peuple mauritanien doivent être salués pour avoir fait cela. Donc, je pense que c'est un devoir pas seulement de civilité, de bonne loi et de voisinage heureux, que de reconnaître cela et d'en témoigner à l'endroit de la Mauritanie et de tous les autres États étant membres de l'Agence panafricaine pour la Grande Muraille Verte. Donc je pars de Nouakchott très satisfait. Et encore une fois, avec un grand merci au peuple mauritanien et au président, mon frère Mohamed Abdelaziz, constant à nos côtés durant la crise malienne. Vous l'avez vu se porter à Kidal, en ce jour douloureux où l'avenir semblait compromis, et arraché à cesser le feu. Nous ne l'oublierons jamais. Et toujours à Nouakchott, en marge de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est entretenu avec son homologue soudanais, Omar El-Béchir. L'entretien a porté sur le renforcement de l'axe Bamako-Khartoum. Les présidents Keïta et Béchir ont également évoqué la menace terroriste devenue aujourd'hui une préoccupation mondiale. Pour relever les défis sécuritaires, Maliens et Soudanais conviennent d'unir leurs efforts. Voilà. C'était à Nouakchott. Direction la primature avec la tenue d'un conseil interministériel, la question de la disponibilité du passeport au cœur de la rencontre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rassure. Shogel Kokalamaïga précise que des dispositions sont prises pour sortir définitivement des problèmes liés à l'obtention du document de voyage. Le ministre est au micro de Salima Tandao. Le Premier ministre a présidé un conseil interministériel pour faire le point
des mesures qui ont été dictées il y a une semaine. Vous vous souviendrez que le Premier ministre avait donné 10 jours au ministre de la Sécurité pour que la question des passeurs ait une solution définitive. Nous sommes aujourd'hui à 5 jours et après avoir fait le tour de table, le chef du gouvernement a tiré une série de conclusions et de recommandations. Premièrement, le constat est fait par le chef du gouvernement que des progrès importants ont été réalisés sur près de 9000 et quelques passeports qui étaient en souffrance. À la date d'aujourd'hui, à moins de 5 jours, 5000 ont été traités. Il reste donc 4000 qui sont en cours de traitement. Le constat a été fait aussi par le Premier ministre que le ministre de l'économie et des finances a fourni d'importants efforts pour liquider l'ensemble des arriérés, prendre en charge les préoccupations du ministre de la Sécurité en ce qui concerne la multiplication des brigades qui travaillent nuit et jour et leur prise en charge, et aussi faire des projections en termes de signature de contrats pour la fourniture des passeports qui viendront dans quelques semaines, des passeports qui seront biométriques et infalsifiables. Troisièmement, le chef du gouvernement a insisté sur le fait qu'il ne faudrait pas donner l'impression qu'on a fait un coup d'éclat et que dans quelques semaines, il y aura un relâchement. Donc la pression doit être maintenue. Les citoyens ne doivent plus avoir des problèmes de passeport. C'est une question qui est censée être définitivement résolue. Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que le passeport coûte 50 000 francs. C'est très important que les citoyens le sachent. La carte d'identité coûte 3 500. Tous les réseaux de fraudeurs sont sous surveillance active aujourd'hui par les services compétents de l'État. Et la personne qui sera prise dans des malversations, si c'est un agent de l'État, il sera purement et simplement radié des effectifs de l'État. Et si c'est un autre citoyen, des poursuites seront engagées sur lui et il sera immédiatement mis sous mandat de dépôt. Et donc il faut que les citoyens soient dans des conditions où ils puissent avoir accès à ces documents qui constituent un droit fondamental pour exercer leur citoyenneté pleinement et entièrement. À moyen terme, à moyen et long terme, les cartes NINA vont servir pour établir les passeports pour l'ensemble des citoyens. Pour ce qui concerne les Maliens de l'extérieur, les cartes d'identité consulaires coûtent 4 000 francs. Et le Premier ministre a donné des instructions pour qu'une circulaire soit envoyée à l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires pour que les mesures soient prises pour qu'il n'y ait aucune surfacturation dans la délivrance de ces documents et que dans les budgets des ambassades, des mesures soient prises pour que des fonds soient alloués à des missions consulaires qui doivent se déplacer dans des zones où il y a de grandes concentrations de Maliens afin que les passeports puissent, les cartes d'identité et les passeports au besoin puissent être délivrés sur place. Voilà une série de mesures qui ont été prises et le Premier ministre a engagé les ministres à poursuivre ces actions, à ne pas relâcher, à travailler sur le long terme pour que dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années, les Maliens ne parlent plus de ces questions de passeport et de carte d'identité. Voilà les principales conclusions qui ont été retenues. Et les citoyens pourraient aller constater par eux-mêmes. Nous invitons par ailleurs, disons, au passage, la presse nationale, privée et presse d'État, à aller vérifier parce qu'ils sont aussi une sorte de baromètre pour voir si ces mesures s'appliquent correctement. Et les citoyens aussi, certains seront interviewés. Nous souhaiterons qu'ils disent exactement ce qu'ils sentent, parce que c'est aussi un élément de crédibilité du message du gouvernement. Voilà, le ministre vient de le rappeler, le passeport coûte 50 000 francs CFA et est disponible. Sur un tout autre plan, la deuxième édition du Forum de Bamako s'est ouverte ce matin au Centre international des conférences de Bamako pour 3 jours. Les femmes leaders d'une dizaine de pays africains et de la Guadeloupe participent à ces assises qui feront le point de la situation de la femme en Afrique, évolution et les points faibles afin d'attirer l'attention des décideurs sur l'accès des femmes aux instances de décision. Déjà, le Premier ministre qui présidait la cérémonie a réaffirmé le soutien du gouvernement pour la réussite de l'initiative. Sira Bachili nous en parle.
Les femmes leaders à l'avant-garde de leurs droits pour l'émergence de l'Afrique. Convaincues qu'elles ont un poids important dans le développement du continent, les Africaines d'une dizaine de pays ont fait le déplacement de Bamako. Mobilisation grandiose à la dimension de l'événement. La deuxième édition du Forum de Bamako se veut un espace d'échange où les femmes vont exprimer leurs besoins. Les femmes ont besoin d'un changement. L'humanité a besoin d'un changement. Les femmes veulent que les dirigeants renouvellent leurs promesses qui leur ont été faites. L'égalité entre hommes et femmes et leur autonomisation économique ne sont pas seulement les affaires des femmes. L'implication des hommes à cet égard est indispensable. Elles feront donc ensemble l'état des lieux des engagements des différents États, des organisations régionales et de la communauté internationale en faveur de la participation des femmes au développement du continent. Les travaux de 3 jours vont se dérouler en plénière avec au programme plusieurs thèmes dont la prospective démographique de l'Afrique à l'horizon 2035 et ses impacts sur la croissance économique. L'ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, invité pour l'occasion, a évoqué certaines conditions indispensables à l'émergence de l'Afrique. C'est d'abord un État résolument volontariste, c'est-à-dire que les dirigeants en charge doivent se doter d'une vision claire, partagée et traduite en action. La deuxième condition pour l'émergence, c'est des changements dans les modes de production et de consommation. Vous avez parlé de changement, il faut absolument le changement pour l'émergence. Il s'agira dans ce cas de diversifier la structure de l'économie, la rendre moins vulnérable dans tous ces compartiments par des moyens de production, de distribution et de consommation de plus en plus sophistiqués. Mais la troisième condition qui est la plus importante à mes yeux, c'est le développement humain. La finalité de tout développement étant l'accès du plus grand nombre au mieux-être au sens le plus large du terme. Le Premier ministre Modibo Keïta, tout en rappelant la place des femmes dans le développement, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir de telles initiatives. Le président de la République vous renouvelle son soutien total. Soutien à la cause de la femme malienne, de la femme africaine. Ceci est un événement majeur qui mérite d'être rappelé parce que les femmes sont au bout, au milieu et à la fin de notre entreprise. Comment ne pas réaffirmer de façon solennelle le soutien du gouvernement du Mali à cette initiative conjointe des femmes leaders et la fondation du Forum de Bamako. Il s'agit d'une initiative qui vise à accompagner les efforts des femmes maliennes en bâtissant avec elles des projets communs pour le renforcement de leurs capacités et leur participation pleine et entière à la gestion des affaires publiques et aux efforts de développement du Mali. La tenue de cette deuxième édition est un encouragement pour tous à s'investir pour relever les défis. Le rôle et la place de la femme dans le développement économique et social et culturel de nos pays n'est plus à démontrer. Cet événement a été rendu possible grâce à la Fondation Forum de Bamako et les partenaires techniques et financiers. Tour à tour, ces partenaires qui sont ONU Femmes, UNFPA et l'Organisation internationale de la francophonie ont souligné les écarts importants en matière de promotion de la femme dans les pays, écarts appelés à être corrigés. Aux femmes maintenant de s'investir pour leur émancipation. Et vous l'avez vu, la participation à ce forum de Bamako est grande. Ce sont des femmes leaders de Bamako de toutes les régions du Mali et de 9 autres pays qui prennent part aux travaux. En plus d'elles, les organisateurs ont invité les jeunes pour mieux les intégrer dans le processus. Les femmes sont venues même des Caraïbes pour ce forum important pour elles. Après la cérémonie d'ouverture, Sira Bathily a approché certaines d'entre elles pour connaître leurs attentes de ce forum. Suivons ensemble. Pour le deuxième forum de Bamako, les organisateurs ont impliqué les jeunes pour mieux partager avec eux certains facteurs de blocage de la promotion de la femme. Un choix éclairé qui vise à assurer la relève dans la quête de développement à tous les niveaux. L'accès et le maintien des filles à l'éducation est un aspect primordial à promouvoir. Une bonne partie des enjeux du monde se dessinera ici, en Afrique. Se fera même ici en Afrique, parce que nous aurons plus de jeunes, nous aurons plus de femmes, nous aurons plus d'adolescents, et nous aurons certainement, si nous nous mettons à l'œuvre dès à présent dans le cadre du développement, nous aurons le développement même du monde au sein de l'Afrique.
Mais c'est à nous, aujourd'hui, qui étions là, de pouvoir chercher les voies et les moyens pour que la jeune génération qui arrive à porter haut le flambeau. Les participantes à ce forum sont venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, de la Centrafrique, du Niger, du Gabon, du Rwanda, de la Martinique et de la Guadeloupe, ainsi que de toutes les régions du Mali. Pour elles, l'émancipation de la femme assure la stabilité du continent africain. Mais c'est une rencontre un peu exceptionnelle pour nous. Nous avons peu l'occasion de venir en Afrique pour collaborer à un forum, à un échange d'expériences et de compétences au niveau de la femme, l'émergence de nouvelles facultés, facilités, capacités, toutes féminines. Moi, je dois intervenir sur le plan de l'éducation. L'éducation comme une priorité justement pour sortir de la pauvreté. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille voit en cette rencontre une lueur d'espoir vu l'engagement des femmes. Le ministère de la promotion de la femme attend donc beaucoup de ces assises. Beaucoup de jeunes sont là qui vont se former pour prendre la relève, pour être les acteurs et les actrices de demain pour le développement du pays. Donc ce que nous attendons de ce forum, c'est que d'abord, nous attendons que les femmes soient assidues et participent activement aux ateliers. Nous avons vu les thèmes, ils sont tous autant importants les uns que les autres. Les participants et les participantes vont dégager des stratégies et ils vont faire des recommandations qui seront remises au gouvernement, aux partenaires et à tous les acteurs du développement. Le deuxième forum de Bamako, c'est aussi l'exposition du savoir-faire des femmes en matière de transformation de produits de matières premières en commerce et en teinture. Ces femmes leaders, elles aussi dans leur secteur, font la promotion de leurs produits durant ces 3 jours. Oui, elle vient de le dire, le forum de Bamako des femmes leaders dure 3 jours et il se tient au CICB. Le président de la Cour suprême a reçu ce matin en audience Mahaman Aoudou Cissé, le nouvel ambassadeur du Mali en Afrique du Sud. À sa sortie d'audience, M. Cissé est au micro de Isaac Chinou. Cette étape avec la Cour suprême a une double importance pour moi. D'abord parce que la Cour suprême est une des institutions clés, n'est-ce pas, de la République. Nous savons tous ce qu'elle représente, quel rôle elle joue dans le cadre de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Alors avec M. Tapili, nous avons parlé évidemment de tout ce qu'il est possible d'entreprendre dans le cadre de la coopération internationale pour le renforcement des liens de travail et d'amitié de la Cour suprême et des autorités judiciaires de ce pays avec les autorités judiciaires d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, qui représente quand même un pays où on peut trouver beaucoup d'exemples qui peuvent servir, n'est-ce pas, à ramener un peu la paix chez nous, parce que l'Afrique du Sud aussi est passée par des étapes assez difficiles. Donc, dans le cadre du retour de la paix dans notre pays, je pense que l'Afrique du Sud pourrait nous apporter beaucoup, notamment sur le plan judiciaire. Voilà, donc c'est un des aspects des choses dont nous avons parlé. Allez, parlons d'argent. 22 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du gouvernement malien par la Banque mondiale. Un prêt destiné à lutter contre le paludisme et les maladies tropicales négligées pour les 4 prochaines années. Une façon pour l'institution financière de contribuer au développement durable du Mali à travers la santé des populations. La signature de la convention, c'était en présence des ministres de la Santé et celui de l'économie et des finances. Le compte-rendu de Aïssata Ibrahim Maïga. La Banque mondiale octroie au Mali 22 milliards de francs CFA pour lutter contre le paludisme et les maladies tropicales négligées pour les 4 années à venir. Ce prêt remboursable sur 40 ans vient augmenter l'accès et l'utilisation des services communautaires harmonisés pour la prévention et le traitement des maladies cibles. Cette signature est très importante. C'est un complément substantiel à ce que l'État fait déjà dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées et de la lutte contre le paludisme. Vous savez, 22 milliards en 4 ans, ça nous permettra de renforcer nos activités en cours et de contribuer plus intensément à la protection de la santé des populations.
Investir pour l'amélioration de la santé a non seulement un impact sur l'état de santé des populations, mais permet aussi d'accroître le nombre de personnes actives, ce qui favorisera la prospérité économique au niveau communautaire et national. Le projet dont nous venons de signer les accords de financement entre dans la droite ligne de la nouvelle politique de la Banque mondiale en matière de réduction de la pauvreté et de partage du fruit de la croissance. Dans cette approche, l'intégration régionale et sous-régionale occupe une place importante, notamment à travers la mise en œuvre de projets et programmes qui développent le capital humain et impactent positivement les conditions de vie des populations pauvres. En signant cet accord, je suis animé d'un grand sentiment de satisfaction, mais surtout aussi de fierté, parce que nous sommes sur le chantier de la protection des populations les plus vulnérables, que sont les enfants, mais également les femmes. Je ne saurais terminer sans remercier en votre nom les équipes de la banque qui se sont mobilisées pour que cet accord soit une réalité dans des délais performants. Confirmer qu'il s'inscrit dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ce geste à caractère hautement social démontre la diversification et la multiplicité des interventions de la Banque mondiale qui, de mars 2015 à nos jours, est à sa 6e signature de convention avec le gouvernement malien. Autre signature importante dans cette édition, il s'agit de celle faite entre le ministère de l'économie et des finances, le ministère du développement rural et le pôle financier. Elle vient concrétiser une volonté présidentielle, faire du secteur de l'agriculture le moteur de l'économie nationale. 1000 tracteurs seront donc bientôt mis à la disposition des agriculteurs maliens. C'est l'objet de cette signature. Lamine Keïta, les détails. La modernisation et la mécanisation de l'agriculture dans notre pays restent les soucis constants des autorités. Le présent projet qui porte sur l'acquisition de 1000 tracteurs et accessoires en est la parfaite illustration. L'agriculture est le socle sur lequel devra être bâtie toute stratégie visant à assurer le développement harmonieux de notre pays. Distingués invités, dans le cadre de l'élan instruit par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour atteindre 15% des dépenses de notre budget national au profit de ce secteur stratégique, l'État pilote cette opération de 1000 tracteurs de concert avec ses partenaires. Son effort s'est traduit par une subvention à hauteur de 5 milliards de francs CFA sur une enveloppe globale de l'ordre de 10 milliards de francs CFA. Le reste du financement devra être mobilisé auprès du système bancaire et celui de la microfinance à hauteur de 30% et 20% auprès des bénéficiaires du dit programme. Les crédits acquéreurs accordés par le pool financier seront garantis par le fonds de garantie pour le secteur privé. Cet accompagnement s'exécute de la manière suivante, c'est-à-dire les paysans, chaque client s'adresse à sa banque en vue d'obtenir d'être éligible à son financement. Et chaque client bénéficie pour le montant qu'il a été retenu, pour lequel il a été retenu, d'une subvention de 50%. Chaque client, chaque paysan doit apporter, doit faire son apport personnel, c'est que nous disons 20%. Et le reliquat, 30%, sera consenti par les banques. Comme je disais tantôt, chaque client, chaque bénéficiaire, chaque demandeur s'adresse à sa banque de préférence. Donc, notre rôle dans cette opération, c'est de s'assurer que le client réunit toutes les conditions d'éligibilité. Ce n'est pas les petites surfaces de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares ne sont pas concernées. Il faut des surfaces significatives, au minimum 20 hectares, parce qu'on veut passer de l'agriculture d'autosuffisance à l'agriculture commerciale. Tout en remerciant son collègue des Finances, le ministre du Développement rural a affiché toute sa satisfaction. Permettez-moi d'abord vraiment de saluer la pertinence de la vision du chef de l'État, son Excellence Boubacar Keïta,
qui a pensé, qui a écrit et qui a promis. Et dire aux Maliennes et aux Maliens que la promesse du chef de l'État est aujourd'hui chose faite. Il y a un aspect important de ce programme, c'est l'immatriculation des tracteurs. Je pense que c'est une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté. Et donc sur 1000 tracteurs. Et puis l'autre nouveauté également, c'est que vous avez senti, il est essentiellement financé vraiment par l'économie nationale. Nous avons obtenu de l'amitié, de l'engagement, de la grande compréhension de notre ministre des Finances, qui a pris, comme on le dit, le taureau par les cornes, qui a réuni notre système bancaire pour dire que dans le développement, il faut du volontarisme. Du volontarisme, et puis également, il faut prouver que notre peuple a une capacité. Et heureusement, il a eu donc la bonne compréhension de notre système bancaire. Il a mobilisé d'autres outils de financement de notre économie, le fonds de garantie du secteur privé. Et sans le ministre des Finances, nous ne serons pas capables de le faire. C'est heureux d'annoncer que le dossier de passation du marché est sur la table du Conseil des ministres. Nous espérons que demain, il va être donc connu du Conseil des ministres. Il va être validé. Nous avons déjà mis en place la Commission nationale de gestion et de suivi de ce dossier qui est déjà dans ses locaux et sur sa table. On a plus de 500 dossiers. 500 dossiers. Donc je pense que nous réunissons l'ensemble des conditions dès la passation du marché demain par le Conseil des ministres. Les premiers bénéficiaires peuvent donc obtenir les clés, les tracteurs dans les jours à venir. Les projets, objet de la présente signature de convention, cadre parfaitement avec la volonté politique du président de la République de faire de l'agriculture le moteur du développement économique de notre pays. On vous le disait en début de ce journal, l'Allemagne assure désormais le commandement de l'EITM et c'est le général Franz Xavier qui est le nouveau chef de la mission. Il a pris fonction ce matin à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe, ici à Bamako. Moïse Traoré était sur place. La rencontre de 4 jours procède à l'harmonisation de la Convention des Nations Unies contre la corruption avec la législation malienne. Organisation de défense des droits de l'homme, magistrats et structures de contrôle sont aux côtés du ministère de la Justice et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Autre partenaire, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, qui constate que l'évocation de la corruption n'est plus un tabou. Une fois que vous avez construit tous les éléments que vous avez identifiés dans votre constitution, vous vous rendez compte qu'il y a encore un chemin à parcourir. Vous avez fait un pas, mais la démarche, la dimension pour y arriver est une dimension qui prend du temps et qui ne va pas s'arrêter. Parce que le jour où vous allez vous dire « nous avons fini de lutter contre la corruption, nous arrêtons le processus », c'est ce jour-là que de nouveau le phénomène va reprendre. La lutte contre la corruption reste une priorité du gouvernement malien. En plus d'être la reconnaissance du phénomène comme étant un facteur anti-développement, anti-progrès, c'est un engagement à inscrire l'action gouvernementale dans une dynamique de lutte constante, mais de lutte progressive, de lutte planifiée contre le crime que constitue la corruption et la délinquance financière. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait décrété 2014 année de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Voilà, c'était plutôt là le reportage sur la rencontre de 4 jours qui se donne pour objectif d'harmoniser la corruption avec la législation malienne. L'exercice est conjointement organisé par le ministère de la Justice et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous allons rester avec Moïse Traoré. Nous allons parler maintenant de la prise de fonction ce matin à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe, ici à Bamako, du général Franz Xavier. La formation militaire de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, EUTM, est dispensée à Koulikoro par plus de 200 instructeurs de 26 nations. Les effectifs d'appui et la force de protection sont d'environ 570 personnes. Le nouveau commandant de l'EUTM est le général Franz Xavier Frengel.
Il faut peut-être encore un peu plus investir dans l'entraînement des futurs chefs, des entraîneurs, etc. Mais il faut trouver le bon équilibre. Et les mots-clés pour toute la mission, c'est le respect, la flexibilité et la passion ou la détermination. L'Allemand succède au général espagnol Alfonso García Vaquero. C'est à vous maintenant, forces armées maliennes, de faire les forces principales, avec détermination, avec courage. Vous avez tous les atouts en main. Le futur vous appartient. Un futur plein d'espoir pour vous et pour tout l'ensemble du peuple malien. Après la formation d'officier du génie il y a 40 ans, le général Frenglé a suivi des études d'ingénieur avant de participer à la mission ONUSOM en Somalie entre 1992 et 1993. Le UTM a formé 6 bataillons. Waraba, le premier, est monté vers le nord le 22 juin 2013. Les ministres de la Défense allemands, espagnols et autrichiens et celui du Mali était à la cérémonie de transfert de compétences. Le président du Conseil économique, social et culturel de Mopti imprime une nouvelle dynamique à son institution. Il veut par exemple soumettre désormais les différents problèmes récurrents des populations au département ministériel. La correspondance de Moustapha Doumbia. Cette réunion de synthèse du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes des populations s'inscrit dans le cadre des missions du Conseil économique, social et culturel. L'objectif, c'est de recenser les besoins et les attentes des populations et de les remonter aux plus hautes autorités. À l'entame de la réunion, le gouverneur de région a mis l'accent sur la situation sécuritaire de sa région. Les attaques des positions des femmes à Djoua, Tenenkou, Gatilumo, Boulgessi, Bouni, Diafarabé, Serment, au carrefour de Djéné, Amondo et j'en passe. Une situation caractérisée également par les braquages, les attaques à main armée, les pillages, les vols et assassinats lâches et crapuleux. Son évolution mérite une attention particulière, soutenue d'actions urgentes et adaptées. La réunion de synthèse se tient après la visite d'une délégation du Conseil qui a sillonné les 8 cercles de la région de Mopti afin de collecter les besoins des populations à la base. Les principales préoccupations évoquées sont relatives à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Au-delà de la remise du recueil annuel des besoins, problèmes et attentes des populations, aux autorités, notamment le président de la République, le Premier ministre et l'Assemblée nationale, je souhaiterais également faire des extraits par département ministériel et des différents problèmes récurrents qui se posent et les soumettre au ministre pour suivi. Signalons que le président de la 8e institution de la République avait auparavant rendu visite aux notabilités de la ville de Mopti. La Fondation Balanzan pour la gouvernance et la stabilité multiplie les échanges pour la mise en œuvre efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour ce faire, elle vient d'organiser une rencontre de concertation élargie et le reportage de Faneba Keïta. La rencontre permet de recueillir les points de vue et propositions de toutes les composantes sans exclusive. Se fixer des objectifs en disant il y a des parties qui sont chargées du suivi de la mise en œuvre de l'accord. Nous ne sommes pas outillés et nous n'avons pas la dimension politique et juridique pour faire ça. Nous n'en sommes pas. Ce que nous pouvons faire, c'est d'observer l'ensemble de ces acteurs, ceux qui mettent l'accord en œuvre, ceux qui sont chargés d'assurer le suivi, ceux qui sont chargés d'assurer l'évaluation, comment ils s'acquittent de cette mission et demain pour pouvoir témoigner pour l'histoire. Pour s'acquitter de leurs responsabilités dans la réalisation des objectifs de l'accord, les acteurs non étatiques doivent concevoir un système de veille et d'alerte indépendant du comité de suivi et de l'observateur indépendant. Il s'agit d'un devoir citoyen, d'une initiative nouvelle dans la gestion des accords de paix au Mali qui vient compléter les mécanismes prévus par l'accord lui-même avec l'avantage d'une gouvernance partagée du suivi de la mise en œuvre des engagements aux fins d'éviter les erreurs du passé tout en ramenant la confiance entre les parties. Les échanges vont du cadre conceptuel d'appropriation de l'accord aux modalités de mise en œuvre de l'article 51. La méthodologie me paraît particulièrement importante dans l'approche de l'accord. Mais une fois qu'on a compris l'accord, qu'on sait que
C'est un accord qui a été conçu d'une certaine façon avec des cercles concentriques, des principes généraux déclinés en titres, et ensuite ces titres-là sont développés dans les annexes. Je pense que ça va dissiper beaucoup de malentendus. Lequel article demande l'implication de toutes les forces vives de la nation à la consolidation de la paix. Aux partis signataires et au comité de suivi, les participants recommandent spécifiquement la prise en compte de toutes les initiatives visant la stabilité du pays, l'examen minutieux du projet de découpage territorial, l'institution d'une semaine nationale de réconciliation et de la paix, le respect strict des dispositions des articles 2 et 16 de l'accord. Lancement ce matin des activités d'un projet dénommé Force. Les femmes s'organisent pour y rétablir la cohésion sociale et l'attente dans le Sahel après la crise au Mali. Le projet de 18 mois va couvrir Tombouctou, Gao et des départements du Burkina Faso. Adama Koulibaly, les détails. Des organisations de femmes du Mali et du Burkina Faso se donnent la main pour faire valoir leurs droits. Leur rôle dans les actions de développement et de promotion de la paix dans les zones affectées par la crise du Nord. Ces femmes s'organisent dans un projet dénommé Force. Le projet est financé par l'Union européenne, appuyé par ses partenaires. Les ONG qui seront chargées de mener les activités sont encadrées par Handicap International. Plus de 200 millions de francs CFA seront investis dans les sensibilisations pour la gestion pacifique des conflits, la cohésion sociale, le vivre ensemble dans certaines zones entre les régions de Tombouctou et Gao et des départements du Burkina Faso. Les communes de Gossi et Intilit sont les zones concernées au Mali par le projet Force. Le lancement du projet s'est déroulé en présence des responsables coutumiers des zones couvertes par les activités du projet. Les responsables administratifs des régions du Nord sous l'encadrement des départements tutelles du projet. Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Notre pays a commémoré cette journée ce mardi avec à la clé l'organisation d'une rencontre à la Maison des Aînés. Salima Tandao et Toumani Diabaté nous en disent plus. Hépatite, une maladie du foie peu connue au Mali. Pourtant, environ 3 millions de Maliens souffrent de l'hépatite B. Depuis 2010, le monde commémore la journée de lutte contre la maladie. Le Mali célèbre la journée pour la première fois. Aujourd'hui, l'hépatite B compte parmi les 10 infections les plus meurtrières au monde et représente de très loin la première cause de mortalité par cancer du foie à l'échelle mondiale. À ce titre, j'invite toute la population du Mali, en général, et en particulier celle de la commune 4, à se faire dépister pour leur prise en charge précoce. Aujourd'hui, la journée est célébrée sous le thème « Préviens l'hépatite, ça ne dépend que de toi ». Les associations de lutte contre la maladie fournissent depuis des années d'énormes efforts pour sensibiliser les populations sur les hépatites. Le travail bénévole d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de recherche des associations et sociétés savantes sur le terrain a justement pour but d'informer la population sur la réalité de ce fléau et de les doter des meilleurs moyens d'action et de réaction face à ces maladies. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, se concentre particulièrement sur les hépatites B et C, responsables d'environ 80% des décès par cancer du foie, soit 1,4 million de victimes par an. Malgré ce tableau préoccupant, l'espoir est réel. L'hépatite peut être évitée en fournissant des aliments sains et de l'eau pour la prévention de l'hépatite A et E, les vaccins contre l'hépatite A, B et E, le dépistage des dons de sang et la fourniture de matériel d'injection stérile et assurer le contrôle de l'infection pour l'hépatite B et C. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, au Mali, les hépatites constituent un énorme problème de santé publique. Le coût élevé et la faible disponibilité des médicaments antiviraux orientent vers des interventions prioritaires, à savoir la prévention de la transmission du virus, une formation du personnel de santé, une meilleure couverture vaccinale contre l'infection au virus de l'hépatite B. La pratique de bonnes mesures d'hygiène suffirait pour prévenir contre l'hépatite A. Une conférence débat a été animée autour de la maladie. Des dépistages gratuits étaient également au rendez-vous.
En première région, c'est la commune de Tambakara qui a été choisie pour célébrer le centenaire du premier président de la République du Mali, Modibo Keïta. L'adhésion à l'UMRDA de nouveaux militants, l'évocation de la vie et de l'œuvre du président de fin sont entre autres temps forts de cette cérémonie. Kansoutou Kanouté, correspondance. Les militants et militantes de l'UMRDA de Tambakara, soutenus par ceux de Yélimane, Diema, Kirané, sont sortis en grand nombre pour assister à la cérémonie de commémoration du centenaire du premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, mais aussi accueillir avec joie l'adhésion d'une dizaine de lieux de conseillers à l'UMRDA. Comme vous savez, le président de la République a décidé que le centenaire sera un événement national. Il a procédé personnellement au lancement des activités du centenaire que nous sommes en train de poursuivre sur l'ensemble du pays. Et l'autre objet de notre visite, c'est qu'il y a un certain nombre de militants et des élus qui ont choisi de rejoindre notre parti. Ce qui constitue la cerise du gâteau d'aujourd'hui. Et donc nous sommes venus leur souhaiter la bienvenue. Au cours de la cérémonie, Cheikh Sadibou Sissé, membre du Conseil des sages, a fait une évocation de la vie et de l'œuvre du premier président du Mali indépendant. Et le président de l'UMRDA n'a pas manqué de demander à ses militants de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République lui seul et le gouvernement ne peuvent pas résoudre un problème qui concerne l'ensemble du peuple malien. Nous devons en prendre conscience et nous impliquer et sortir de l'esprit partisan ou bien d'accuser les uns les autres. Nous sommes tous concernés. Le président de l'UMRDA et sa délégation ont ensuite remis aux nouveaux adhérents leur carte de militants. Et le porte-parole des adhérents, qui n'est autre que le maire de la commune de Tambakara, a réaffirmé au nom des nouveaux militants leur joie d'intégrer l'UMRDA, qui est un parti de valeur avec un projet de société très fiable. Et un mot de sport, Hervé Coudray n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale senior dames. Le technicien français a démissionné de son poste pendant que l'équipe est en pleine préparation pour l'Afrobasket. Le président de la Fédération malienne de basketball, Jean-Claude Sidibé, était devant la presse pour expliquer les raisons du départ de l'entraîneur. Et c'est Koudisibi qui nous en parle. Après seulement 2 mois à la tête des seniors dames, Hervé Coudray décide de quitter son poste. À l'issue d'un premier stage à Bamako, ponctué par le match éliminatoire Mali-Guinée des Jeux africains, le technicien français ne pouvait plus continuer en raison de certains points de désaccord avec la fédération. Les raisons invoquées par l'intéressé, c'est entre autres le refus du président de la liste des 16 qu'il avait proposé pour un stage à Caen, liste qui comprenait le nom de 3 joueuses en inactivité. Amchetou Maïga, Diana Gandega et Oulematou Lotukubali. Les salaires. Coudray a travaillé ici en 2011. Il sait bien qu'au Mali, les salaires, c'est le ministère qui fait les salaires, mais ça ne se fait pas au mois le mois. C'est le mandat qu'on monte, c'est une procédure qui est longue, tout le monde le sait, et il le sait bien. Étant ici, il m'a demandé si je peux lui avancer quelque chose comme je l'ai fait pour l'entraîneur des garçons. J'ai dit, tu veux combien? Il m'a dit 8 000 euros. J'ai dit, c'est pas un problème. Donc, il a reçu 7 500 euros. Il ne peut pas dire que ses salaires sont en retard. Et la Fédération française m'envoie une convention pour que je signe afin que Hervé puisse venir travailler chez moi. Dans la convention que la Fédération française m'envoie, ils me disent que Hervé est un entraîneur national qui a l'obligation de donner la priorité au club de Caen par rapport au Mali. Et on veut que moi, Jean-Claude, je signe ça. Les deux parties ont donc décidé de se séparer à l'amiable en renonçant à la réparation de tout dommage. Après réflexion, le bureau fédéral a décidé de confier l'équipe à son adjoint Amara Traoré. On a immédiatement pris la décision, le bureau fédéral, quand je suis arrivé de Madagascar, de confirmer Amara Traoré. Amara était entraîneur déjà adjoint, donc on a confirmé Amara en lui demandant de nous dire qui il veut comme appui. Il a demandé les 2 champions d'Afrique. Donc Omar Sidia et Boubacar Diallo aussi. Donc c'est les 2 qui vont le seconder pour cette aventure que nous recommençons. Les seniors dames s'envolent pour l'Algérie afin de participer à un tournoi international. Par ailleurs, le président de la fédération, Maître Jean-Claude Sidibé, est revenu sur l'organisation par le Mali de l'Afrobasket U16 garçons du 30 juillet au 8 août prochain.
Malgré les difficultés, cet événement est un important défi qui doit mobiliser tout le monde sportif. Et avant de boucler ce journal, nous allons aborder cette visite historique. C'est celle de Barack Obama en Éthiopie. Le président américain a tenu un discours ce mardi dans le hall Nelson Mandela, lieu symbolique du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est la première fois qu'un président américain prenait la parole devant l'organisation panafricaine. Et Barack Obama a joué la fibre sentimentale en donnant sa vision de l'avenir de l'Afrique. Soli Ibrahima Keïta nous fait le point. Le président américain dans le hall Nelson Mandela, siège de l'Union africaine à Addis et à 1000 lieues de la Maison Blanche, siège du pouvoir américain, au-delà de la symbolique, l'inédit. Mais le plus important est ailleurs dans les discours. D'abord, dans celui de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Pour Madame Dlamini Zuma, l'Afrique a aujourd'hui de quoi être fière de faire partie de la prestigieuse histoire de l'humanité, y compris donc celle des États-Unis. Sous un tonnerre d'applaudissements, Barack Obama a égrené une longue liste de menaces qui planent sur l'Afrique et sur le monde. Le terrorisme, la corruption, la guerre au Soudan. Mais il est convaincu que le continent est promoteur, que le développement de l'Afrique permettra à coup sûr au monde entier de vivre finalement en sécurité, à condition que les jeunes ne soient tentés par le terrorisme, que les dirigeants évitent de changer des règles du jeu politique. Premier pas à ses yeux vers la paralysie de gestion étatique. C'est pourquoi il appellera l'Union africaine à davantage réaffirmer son leadership, l'invitant par conséquent à devenir cette institution forte dont il avait déjà fait l'apologie au cours d'un voyage précédent en Afrique. Obama sonne le tocsin au siège du pouvoir africain sur des sujets standards, donc attendus. C'est vrai, avec fermeté, mais aussi diplomatie. La douche froide kenyane de l'avant-veille à Nairobi a-t-elle été pour quelque chose? En tout cas, la première étape de son périple, le président de la première puissance du monde s'est fait tancer diplomatiquement par son homologue kenyan sur le sujet de la défense des homosexuels. Comme quoi, il faut remuer sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Ça aussi, c'est une réalité universelle. Voilà, demain 10h, 13h, Rachel Tessougué. Tout à l'heure, la météo avec Abibatou Diakité. Le JT des formations, c'est aux environs de 21h30 avec Mohamed Ould Mamouni. Moi, je vous dis à demain pour les éditions de la soirée. Grand merci à nos téléspectateurs de Youdiou, Barapirili, Capruna, c'est dans le pays de Gon, au Mali. Bonsoir à tous.